Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec vous aujourd'hui, avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour. Bonjour. Geneviève Götzinger, bonjour. Vous êtes spécialiste en communication politique, présidente de l'agence Image avec 2G. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Bonjour. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. C'est marrant quand il y a 3 mecs et une femme, on remarque pas, mais quand il y a 3 femmes et un homme, je me dis tiens, il y a 3 femmes. Voilà. Et c'est bien ou c'est pas bien? Non, mais c'est très bien, mais je veux dire, c'est grave qu'on le remarque. C'est un truc pas habituel qu'il y ait 3 femmes sur un plateau. C'est souvent l'inverse. Oui, c'est souvent l'inverse. Je sais pas si vous avez vu. Les hommes que les femmes. Mais ça n'a rien à voir, Sophie, ne vous braquez pas. Mais Sophie est dans un état aujourd'hui. Oh là là, heureusement que vous lui avez laissé sa place. Hein. Oh là 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 là. Gaza vers un accord de cessez-le-feu. Attention, prudence. Trump revendique cet accord. Elisabeth Borne revient sur les 4000 suppressions de postes d'enseignants. On va parler aussi de ce que j'appelais, vous vous souvenez du 36-15 qui n'en veut. C'est un peu ça avec François Bayrou. Faut-il raccourcir les vacances scolaires? Et puis cette situation politique absolument ubuesque et lamentable à propos de la censure. Ces tergiversations du PS. On va revenir sur tout ça, mais prenons prenons la tangente avec d'autres sujets qui ont retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité. Virginie, vous avez un coup de cœur pour un livre. Alors je sais que mon choix ne vous emballe pas du tout, Valérie, donc je le dis avec regret. Il se trouve que j'ai lu pendant les vacances un livre qui était dans mon entrée depuis très très longtemps, depuis quelques semaines. Oui, ça arrive de temps en temps, on empile. Voilà, puis finalement quand on est en vacances, on se dit tiens. Et alors ce livre, c'est le livre de Yves Thibault-Silghi qui s'appelle Mémoire d'un corsaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de qui était Yves Thibault-Silghi. Il a partagé sa carrière entre le public et le privé. Il a été conseiller de Chirac et de Balladur. Il a été dirigeant de Suez, commissaire européen. Bon, voilà. Autrement dit, il a de la bouteille, il a du recul, il a plus l'âge d'avoir des arrière-pensées ou des plans cachés. Et ce livre, donc, je le répète, qui n'était pas un de mes choix premiers, même que j'avais un peu retardé, dont j'avais retardé la lecture, en fait, est très intéressant parce que en ces moments-là auxquels nous assistons tous, où la vie politique est franchement décourageante, désolante, où on réagit à l'instinct, où les contre-vérités se succèdent aux affirmations catastrophistes. Il a le mérite de remettre en perspective, je sais que c'est un mot qu'on a un peu oublié, mais ça fait du bien, la place de l'Europe, la place de la France. Et pour avoir longtemps travaillé sur ces sujets, il met en garde contre une crise de la dette en disant qu'elle peut être extrêmement brutale et extrêmement violente. Et moi, j'entends beaucoup ces temps-ci les gens dire « Allons-y, la dette, c'est pas si grave, la dette, on peut la supporter. Qu'est-ce que c'est que ces petits principes de précaution à propos de la dette ?» J'entends ceux qui réclament des dépenses supplémentaires sans arrêt, qui annulent des économies faites dans le budget Barnier. Et je me dis qu'un discours, disons, sage, ça fait quand même du bien par les temps qui courent. Voilà. Bon, je suis pas sûre que je vous ai enthousiasmé, Mémoire, parce que Mémoire d'un corsaire. Navigation dans les eaux agitées du pouvoir. J'ai cru que ça parlait de navigation en vrai. Parce qu'il a fait son service militaire dans la marine. Voilà l'explication. Donc Yves Thibault-Silghi, effectivement, qui a 76 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il a avec le recul. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Bon, écoutez, on va suivre vos conseils. Sophie, coup de gueule. Coup de gueule. Est-ce que j'ai droit éventuellement à 2 coups de gueule? Oh là là. Un rapide. La journée s'annonce dramatique. Ouais. Calmez-vous un peu. Moi, je dis ça très calmement. Je demande, et vous répondrez, est-ce qu'il fallait créer une nouvelle banque pour la démocratie? Je pose la question, on en parlera. On a des banques formidables. Alors la banque pour la démocratie, ça veut dire que les partis politiques pourront emprunter là sans exception, alors qu'on sait que, en particulier, je crois, Marine Le Pen avait été obligée d'aller emprunter à des banques russes. Et elle avait simplement emprunté à des banques qui voulaient bien lui prêter de l'argent. Je crois qu'il n'y avait pas autre chose dessous, mais voilà. Donc, première question. La deuxième constatation, et là, c'est vrai que je suis effondrée. Figurez-vous qu'il y a un pass culture, tout le monde le sait, c'est pour les jeunes.
C'est bien ou mal, j'en sais rien, parce que comme on C'est une donne sorte plein de trucs... de chèque, de carte qui permet aux jeunes d'entrer gratuitement au musée. D'entrer gratuitement. Ou d'acheter des livres. Ou d'acheter des Ils mangas. n'achètent que des mangas, voilà. Mais au au-delà moins, de ils ça... achètent des livres. Ouais. Non, absolument. Mais ce pass culture permet d'aller à des spectacles. Et ça a été vraiment invraisemblable. Ils ont rejeté du pass culture le Puy du Fou, qui est quand même le premier spectacle du monde qui a été primé sur toute l'histoire de France, avec des trucs, un vrai show à l'américaine absolument extraordinaire, et la Cité de l'Histoire, ou la Cité de l'Histoire. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Eh bien, l'explication que je vois, surtout qu'ils ont donné le pass gratuit pour aller à la fête de l'UMA. Alors je vais vous demander pourquoi. Mais je pense qu'il y a une idéologie évidente. On sait que le Puy du Fou, c'est Philippe de Villiers. On sait qu'il a des positions très tranchées, que il est effectivement, il défend l'histoire de France, qu'il a ça au cœur. Mais je n'en reviens pas. Je pense que c'est un vrai scandale. C'est la seule chose qui peut donner un goût aux jeunes enfants. Le Puy du Fou, c'est magique. Les gens qui en reviennent sont stupéfaits. Ouais. Alors Virginie, vous avanciez, parce qu'on en parlait un petit peu avant, une hypothèse qui Oui, je dis que je posais la question, est-ce que Philippe de Villiers paye son idéologie que beaucoup jugent un peu réactionnaire? Est-ce qu'il paye une forme de revisitation de l'histoire de France? Je ne sais pas, mais c'est vrai que Philippe de Villiers s'est engagé extrêmement fort ces dernières années dans un combat politique et, quoi qu'on en dise, très dur, très affirmé. Pas l'humain, par contre. Non, je répondais juste à la question de Philippe de Villiers. Que ses livres se vendent incroyablement bien, qu'il a une audience très forte sur CNews, où il est vraiment un des intervenants, j'allais dire un pilier de cette chaîne. Est-ce que c'est ça qui paye? Est-ce que c'est ça que on n'a pas voulu? Mais est-ce que c'est nouveau, pardon? Est-ce qu'il était avant dans ce pass culture? Est-ce qu'il a été retiré, en fait? Je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. On va vérifier pendant la pub. Mais par contre, l'idéologie, vous avez certainement raison. Non, c'est une question. Franchement, c'est une question. Mais dans le même temps, je vois l'offre individuelle du pass culture. C'est ce qu'a répondu la conseillère Anne Sicard, qui est RN, qui dit: loin de valoriser la littérature, les arts et le cinéma, a fait la part belle aux blockbusters américains et a alloué près de 16 millions d'euros à des activités d'escape game. Donc on peut savoir ce qu'est la culture et à quoi sert ce pass culture. On y revient dans un instant. Je donnerai la parole. Quand même. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Vous l'avez peut-être entendu dans le rappel des titres, l'accord entre le Hamas et Israël remis en cause avec des conditions qui ont été exigées, des conditions supplémentaires exigées par le Hamas. On n'en finira donc jamais, alors que l'espoir était bien là. On va en reparler. Et, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, qui revient sur les 4000 suppressions de postes des enseignants et puis la censure que va décider le PS. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Peut-être un mot sur le coup de gueule de Sophie sur le Puy du Fou, qui est exclu du pass culture. Donc je n'ai pas encore l'information de savoir si c'est nouveau ou si c'était déjà le cas. Mais je pense que c'est une décision de cette année. Oui, de cette année. Alors évidemment, ça va choquer beaucoup de Français. Alors je vous ai pas représenté. Je vous représente Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Geneviève Gatzinger, présidente de l'agence Image, et Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV. Oui, je pense que ça va justement choquer un certain nombre de Français, qu'ils aient profité d'un spectacle au Puy du Fou ou non, de se rendre compte que, a priori, donc, la fête de l'humain est... à la fête de l'humain, on peut utiliser ce pass culture. En revanche, au Puy du Fou, qui est un spectacle qui a été, ça a été rappelé, récompensé de très nombreuses fois, qui s'exporte à l'étranger, et bien qu'on puisse pas y accéder, alors que c'est une expérience vraiment très marquante. Et en plus, en termes historiques, il n'y a pas vraiment de propagande qui est faite là-bas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens pendant des années. Disent, oui, mais honnêtement, je veux bien voir avec eux les spectacles un par un et qu'ils me disent à quel moment il y a de la propagande. On peut y aller très clairement, vraiment. Et sur l'autre sujet, sur la Banque de la démocratie, il y a quand même quelque chose d'important à voir, c'est que vous avez cité le cas du RN qui avait du mal à trouver une banque pour aller à la présidentielle. Ce pays, aujourd'hui, en France, on donne beaucoup d'importance à l'élection présidentielle. Il n'y a pas que l'élection présidentielle. Pourquoi je dis ça? Premièrement, parce qu'effectivement, pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut quand même avoir des moyens pour faire campagne. Une campagne, dans les grosses campagnes, en gros, ça coûte 14-15 millions.
C'est ça une grosse campagne. Il y a des campagnes à 8 millions et des campagnes à 2 millions. Nous, on a fait ça pendant la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. On devait lever énormément d'argent en très peu de temps, vu qu'on commence en gros à en discuter en mars 2021. Avec vous sur Sud Radio, nous continuons nos débats. Samuel Lafont, vous voulez revenir sur c'est un coup de gueule, un coup de projecteur, on va dire. C'est un coup de projecteur. Le Figaro a sorti, grâce aux chiffres du ministère de l'Intérieur, une carte de France du sentiment d'insécurité. Vraiment du sentiment d'insécurité. Alors, il y a plusieurs choses à noter suite à cette publication. D'abord, cette carte recoupe pas mal de cartes qu'on connaît. Déjà, elle recoupe notamment une carte sur l'immigration. On le savait, elle recoupe globalement les cartes qu'a publié Jérôme Fourquet. Elle recoupe surtout, et c'est très important, et c'était noté par le journaliste du Figaro, les cartes des crimes. C'est-à-dire que les Français, alors que parfois certains ont été critiqués, on se rappelle d'Éric Dupond-Moretti qui expliquait que le sentiment d'insécurité était un fantasme, était quand même ministre de la Justice. On peut comprendre que les Français n'ont pas forcément confiance dans la justice de notre pays. Cette carte donc du sentiment d'insécurité recoupe totalement celle des crimes et délits. C'est-à-dire que tout simplement, les Français ne sont pas dans un délire, ils regardent ce qui se passe autour d'eux, et quand il y a de la délinquance autour d'eux, eh bien, ils se sentent en insécurité. Et ça, c'est la première information qui est fondamentale, parce que, encore une fois, pendant longtemps, on a expliqué aux Français qu'ils exagéraient, qu'en fait, ils voyaient le mal partout, qu'ils n'avaient rien à craindre dans la rue. Et bien, finalement, on voit que c'est tout à fait lié, que malheureusement, évidemment, ça se développe de plus en plus. On sait que la délinquance continue d'augmenter dans notre pays. Mais voilà, il faut regarder la réalité en face. Les Français, pour moi, c'est fondamental. Les Français ne sont pas dans un délire. Ils voient l'insécurité. Malheureusement, ils la subissent. Le département qui est au summum de ce classement, malheureusement, c'est la Seine-Saint-Denis, avec un tiers des Français qui sont en insécurité, 28% à Paris. Et les départements qui sont en queue de classement, j'ai envie de dire, on se sent le plus en sécurité, c'est le Gers, la Manche et la Haute-Corse. Et un autre élément important, ce sentiment d'insécurité n'est pas lié au fait qu'il y ait de la présence de gendarmes ou de policiers. Parce que parfois on dit aux personnes qui veulent plus de sécurité, on vous dit mais ce que vous voulez c'est des flics partout. Non, c'est pas des policiers partout, c'est juste que les gens se sentent en sécurité. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de policiers qu'on se sent forcément plus en sécurité, c'est juste parce qu'il y a moins de délinquance autour de chez nous. Ouais. Moi, je suis toujours très réservée. D'abord, je déteste ce mot ressenti. On entend ça même à la météo. Il fait 5, ressenti moins 5. D'accord, ok, mais en fait, il fait 5. Donc on peut ressentir les choses et c'est exactement pareil. Le ressenti pour moi, moi je peux me ressentir brune, mais en fait je suis blonde et tout est à l'avenant. Donc moi je ne crois pas du tout au ressenti. Je crois à la réalité des chiffres. Et puis je trouve que vous avez lié un peu facilement l'immigration, l'insécurité. Vous avez même prononcé le mot crime. Ça se superpose, oui. Oui, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit et moi cet amalgame me gêne un peu. Bon, ça a déjà été prouvé. Mais sur le sentiment, juste pourquoi c'est important le sentiment, c'est parce que les gens ne vivent pas de la même manière quand ils se sentent en sécurité ou en insécurité. Le pays est souvent cité là-dessus, mais il faut parfois il faut y avoir été pour s'en rendre compte. Quand on vit dans un pays où il y a très peu d'insécurité, on cite toujours le Japon, un peu moins la Corée, mais le Japon, en fait vous vivez différemment. Et dans les quartiers où c'est compliqué, on le sait très bien, pour les femmes qui rentrent chez elles, alors on cite souvent cet exemple qui devient presque caricatural, malheureusement, tellement il se multiplie, mais les femmes qui le soir ont du mal à rentrer chez elles tranquillement dans la rue, qui se font accompagner, vous avez des départements où on peut le faire, des départements où on le fait plus, qui s'habillent avec des longs manteaux parce qu'elles n'osent plus être tranquilles, elles ont peur de se faire agresser. Donc votre point c'est quoi? C'est de dire c'est de dire qu'il y a pas de sentiment d'insécurité. Que le sentiment d'insécurité est juste lié à la réalité et que quand des personnes vous expliquaient, notamment le ministre de la Justice, qu'en fait c'était un fantasme, le sentiment d'insécurité et que les gens en rajoutaient, eh bien non, en fait c'est vraiment corrélé et ça a été prouvé par le ministère de l'Intérieur. Plus il y a de délinquance autour de chez vous, plus il y a de crimes, plus vous craignez l'insécurité. C'est un argument électoral, quoi, en fait, aussi. Non, mais franchement, il faut. Dans un endroit, il faut régler les problèmes. Oui, non, mais ça, je dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité, mais il y a aussi une manière de surfer sur le sentiment d'insécurité. Moi, d'abord, j'aimerais que là où je viens, dans le Gard, les gens puissent vivre en sécurité et il y a beaucoup de gens qui quittent le département comme ça. Ouais. C'est très diffus, le sentiment d'insécurité. Moi, quand je rentre dans un quartier bien famé, surveillé, quand je rentre dans une rue noire à 11h du soir, eh ben, j'ai un vrai sentiment d'insécurité. Et d'ailleurs, j'ai pas tort, c'est une rue très surveillée. On m'a volé mon vélo déjà 2 fois devant la maison. Donc, je veux dire, le sentiment d'insécurité, il y a a priori pas de raison que j'ai, habitant près de la rue de Varennes, un vrai sentiment d'insécurité. Eh bien si, d'autant plus qu'il faut le signaler que tous les policiers qui surveillent à fond toute la rue de Varennes, les ministères, n'ont pas le droit de bouger. Ils sont attribués, donc on peut tranquille dans ma rue faire ce qu'on veut, ils ne bougent pas des ministères.
Ah, d'accord. Non, enfin, j'imagine que si vous vous faisiez agresser, ils interviendraient quand même. Pas si sûr. Il y a eu à un moment donné, on les a appelés parce qu'il y avait eu un problème il y a longtemps, pas moi d'ailleurs, dans la rue, et ils sont en poste, en faction devant un ministère, ils ne bougent pas. Une petite info sur le pass culture, puisque je viens d'avoir l'information. Ils n'ont jamais été inclus dans le pass. Oui, j'ai dit quoi? C'est ça, sur le Puy du Fou. Ils n'ont jamais été inclus dans le pass culture. Donc, mais ils ont été refusés en tout cas. Voilà, c'était une protestation, puisque cette année, encore une fois, je pense qu'il y a eu la liste de ce qui était nouveau, etc. ou pas, et qui ne l'était pas. Parlons, c'est compliqué de parler de Gaza, Israël, l'accord de cessez-le-feu, parce que visiblement les choses évoluent de minute en minute, puisqu'il y a eu visiblement, Israël accuse le Hamas de demander de nouvelles conditions. Le Hamas dit que c'est faux. Donc, est-ce qu'on va un jour parvenir à un accord, Geneviève Götzinger? Ce qui est stupéfiant, l'origine, allez-y Geneviève, mais l'origine de la chose, c'est stupéfiant. C'est un spécial Sophie de Menton. Pas d'attaque personnelle, je me tais. Non, mais je donne la parole à Geneviève et vous lui subtilisez. Donc, Geneviève. Cette amorce d'accord, c'est en tout cas un vrai soulagement. C'est un vrai soulagement qui, évidemment, ne règle pas tout. Évidemment, on va voir le retour des otages, on va voir on va voir la réalité des chiffres, combien sont vivants, combien sont vivants, combien vont revenir malheureusement dans une situation, combien seront morts en fait, combien de corps vont être récupérés. Donc j'imagine ce sentiment d'angoisse que vivent les familles des otages actuellement. Et pour les Gazaouis aussi, c'est un vrai soulagement parce que le nombre de morts étant ce qu'il est, ces attaques massives depuis le 7 octobre. Donc, on peut être qu'heureux de voir l'amorce de quelque chose. Maintenant, on sait que ça règle pas tout. Ouais. On espère y arriver. Enfin, il faut y arriver. Il y a un moment où il va falloir y arriver. Je voulais vous faire réagir. Allez-y, Sophie, parce que le président de la République a tweeté. C'est un tweet qui fait beaucoup réagir. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis. Espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad, qui sont donc les 2 otages franco-israéliens. L'accord doit être respecté. Mais cette phrase, les calvaires injustifiables des Gazaouis qui arrivent avant de parler des otages, peut surprendre. Ça peut surprendre. Moi, ce qui m'a déjà surpris, parce que ça prouve qu'on est dans un monde quand même assez spécial, c'est, vous savez comment c'est arrivé tout ça. C'est le président Trump qui a tweeté, qui a fait tweeter un personnage dont je vais retrouver le nom tout de suite, en disant que c'est une honte et que Netanyahou est en train de déstabiliser tout le pays, et donc a attaqué directement Netanyahou. Netanyahou, foudrage. Virginie complétera parce qu'elle doit bien être au courant du truc, mais Netanyahou, foudrage, a dit mais c'est une honte, je ne soutiens pas, je ne serai pas là à l'investiture de Trump, parce qu'il était attaqué par les États-Unis qui a priori le soutenaient. Donc ils ont envoyé dardard un ministre, je crois, qui en plus... Non, mais c'est Anthony Blinken qui a fait les négociations. Voilà. Hier, Biden a fait un discours... Oui, mais tout ça est parti d'un tweet. Sophie, soyez pas naïve. De le faire, c'est très intéressant. Il y a des négociations depuis des mois et des mois. Oui, mais le déclencheur qui a provoqué Netanyahou, qui a dit puisque c'est ça, je viens pas, qui a rendu fou Netanyahou, c'était un tweet de Trump. On va y revenir dans un instant, avec vous, Virginie aussi. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, on parle donc de cet accord entre le Hamas et Israël, accord visiblement qui n'a pas encore été signé. Pardon, Virginie, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce? Il y a beaucoup de choses évidemment à dire, à commencer aussi par le fait que Donald Trump se pose en vainqueur, en grand négociateur de cet accord. C'est un accord fragile dont la mise en œuvre sera délicate et qui rentrera en vigueur dimanche 19 janvier. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, c'est Donald Trump qui récupère un travail qui avait probablement été entamé il y a des mois et des mois et des mois. Et ça change un peu l'image peut-être
peut-être que... En tout cas, vu d'ici en France, on avait de lui, parce que malgré tout, ça se fait là maintenant. Donc on peut dire, il n'y est pour rien, ça a été commencé quand Biden était président de la République, certainement, mais c'est quand même lui, qui n'est même pas encore officiellement... Oui, parce qu'il le sera le 20, c'est quand même lui qui en récupère les bénéfices. J'ajouterais autre chose, est-ce que ça ouvre la porte pour l'Ukraine? Est-ce que ça donne du grain à moudre pour ceux qui voudraient que là aussi il y ait un accord? Si c'est ça, c'est extrêmement heureux. Oui. On peut souhaiter que les peuples vivent en paix plutôt qu'en guerre. Donc c'est bien s'ils arrivent à un accord de paix. Quant à Donald Trump, il est un peu vu comme un homme qui arrive à trouver la paix quand même, parce qu'il y a cet accord. Évidemment, il a attendu sur l'Ukraine et la Russie. Vous vous souvenez aussi de son déplacement en Corée du Nord, où il avait rencontré, où il avait mis un pied en Corée du Nord. À l'époque, ça avait surpris tout le monde qu'il réussisse à faire ce coup-là. Donc il est attendu là-dessus. On verra ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'il y aura des répercussions en France? Oui. Est-ce que sur notre sol, on va voir s'il y a un conflit qui redémarre, malheureusement, puisque on est habitué à ce qu'il y ait de la paix, puis qu'après la guerre recommence. Est-ce qu'il va y avoir des manifs en France? Est-ce qu'il va y avoir des agressions et tout ça? Et que fera, moi j'attends au tournant, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour voir ce qui sera fait si jamais certains essaient d'importer le conflit ici. Là déjà. Quel rapport avec Trump? Pardon. Non, je vous dis, je parle de Trump et après je parle de la France. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout les Français. Oui, enfin avant tout les Français, mais avant tout aussi ce cessez-le-feu. C'est ce cessez-le-feu. Mais il peut y avoir des répercussions chez nous. Qui peut avoir des répercussions, mais attendons déjà qu'il ait eu lieu. Qui peuvent être plutôt positives, qu'on espère plutôt positives, les répercussions, même en France, a priori, s'il y a un cessez-le-feu, on peut imaginer que qu'il y a un accord. Voilà, et que donc le niveau d'antisémitisme absolument catastrophique dans notre pays sont en régression suite à un accord. Oui, mais pour revenir un petit peu sur ce que disait Sophie au début, c'est vrai que Trump va prendre comment on dit, c'est quoi le mot ? Ses fonctions, voilà, je ne savais pas le mot, mardi, et que, comme par hasard, ça arrive 3 jours avant. Enfin, je veux dire, il y a aussi une concomitance de l'accord. Oui, ça fait des semaines. Ou les présidents de fait, d'une certaine manière. Le déclencheur Biden a été assez rusé. Pour creuser ça. Bon, on va essayer de comprendre. Le tweet d'Emmanuel Macron, donc après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense, beaucoup de réactions à ce tweet qui interpelle. Tout calvaire est injustifiable. Oui, mais calvaire des Gazaouis, il ne parle pas trop des autres. Il dit soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Que vous en pensez quoi diplomatiquement? C'était étonnant. Il a beaucoup oscillé quand même depuis le début. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Geneviève. C'est dur en même temps. C'est des virages à 180 degrés. Ouais, c'est il n'a pas défilé contre l'antisémitisme. Non, il n'avait pas défilé contre l'antisémitisme, mais bon, il a été très 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 proche de Netanyahou au début, ensuite, pas vraiment en même temps. Non, je suis à la fois ça, puis ensuite je suis ça. Je suis pas en même temps, alternativement ceci et cela. C'est le nouveau Macron. Donc, sur le plan diplomatique, les positions de Macron sont pas toujours très cohérentes et n'obéissent pas toujours à une forme de linéarité évidente. Voilà, et on l'a vu aussi là sur ce conflit. Ouais. L'Unice Marquis, qui était venue quelquefois sur ce plateau, a tweeté: ce message est pitoyable et tellement médiocre. Je pense à nos 42 concitoyens assassinés parmi les 1400 morts le 7 octobre suite à la barbarie des terroristes islamistes du Hamas et consorts qui n'ont pas hésité à torturer, violer, brûler et massacrer des civils. Je pense aux 98 otages. 98 otages. Enfin, je veux dire, je comprends, bien sûr, Valérie, vous avez raison, mais on n'est pas dans la vengeance permanente. Il est vrai qu'il dit que c'était un calvaire, et moi je trouve qu'on a le droit de dire que c'est un calvaire. Bien sûr qu'on a le droit de le dire, mais on équilibre un peu le tweet. Oui, de qui immense soulagement pour immense soulagement pour les Gazaouis et pour les otages qui sont au Liban. Mais vous les mettez dans la même phrase. Pourquoi le soulagement il est pour les Gazaouis et pas pour les otages? Il dit je pense aux otages. Soulagement pour les familles et pas pour lui. Enfin, c'est la formulation du tweet. Est-ce qu'il avait peur de troubles en France? Est-ce qu'il avait peur de troubles en France? On le sait honnêtement, j'en parlais tout à l'heure. Oui, mais c'est un problème. Bien sûr. Pourquoi
concrètement, il peut y avoir des troubles en France. Est-ce que les Coréens, quand ils s'expriment, ils auront crainte d'avoir ce genre de problème? Est-ce que les Japonais aussi? Non. Est-ce que les Mexicains aussi? Non, mais l'importation du conflit est évidente. L'importation du conflit, elle est liée à l'immigration massive, et du coup, il a peur de ça. Il a peur de ça tout le temps. Un auditeur me dit un accord qui n'est pas signé n'est pas un accord, et de toute façon, s'il a lieu, il sera de courte durée. L'histoire est là. Écoutez, on peut espérer ce que disait Geneviève. On peut faire tous les pronostics les plus pessimistes. On verra bien. Ça me paraît quand même être une avancée. Ça paraît être une avancée. Bon, il y a quand même une avancée fragile, certes. Il y a quand même une breaking news, une information heureuse, c'est que Riette a été sauvé. Le sanglier Riette reste chez sa propriétaire. Il ne sera pas euthanasié. Voilà, c'est. Non, mais il y a des choses importantes. C'est un auditeur qui me le. Qu'est-ce qu'il a dit Macron là-dessus? Il est de tout cœur. On attend un tweet de Macron. De tout cœur avec Riette. Voilà, avec Riette. Parlons donc peut-être d'Elisabeth Borne qui revient sur les 4000 suppressions de postes d'enseignants. C'est quoi? C'est encore un gage politique donné à la gauche, alors qu'on sait que concrètement, alors on manque d'enseignants dans certains endroits. Maintenant, il y a de moins en moins d'enfants aussi. Donc, c'est une décision politique plus que cohérente. Alors, Sophie, je vous donne la parole. C'est-à-dire qu'au moment où on retire... Moi, je suis toujours contente quand on retire des fonctionnaires. Bon. Alors, vous êtes contente qu'on retire des policiers, vous êtes contente qu'on retire des infirmières, des médecins, des enseignants. Je finis juste, c'est pas forcément des enseignants, parce que on a essentiellement en maternelle et en élémentaire. Alors, on a une administration pléthorique dans l'éducation nationale, mais pléthorique. Et d'autre part, on en enlève certes, mais qu'est-ce qu'on est en train de créer? Et pourquoi pas, et c'est bien, 2000 postes pour accompagner les enfants qui ont des difficultés. Donc, à chaque fois en France qu'on enlève des postes, on en recrée ailleurs. Peut-être qu'il serait intelligent de supprimer certains postes et de déplacer du personnel enseignant à des endroits plus stratégiques. Donc, moi, je suis toujours stupéfaite quand on me dit qu'on supprime des postes et qu'en même temps, on en crée d'autres. Quelque part ailleurs. Et moi, j'avais reçu Blanquer il n'y a pas longtemps à Éthique, et il disait que le personnel administratif était pléthorique, bien plus nombreux. Non, mais c'est pour ça, c'est qu'on est quand même dans de la com, beaucoup de com dans cette histoire, Virginie. On est surtout dans la politique, et François Bayrou essaye absolument de décrocher un accord de non-censure avec les socialistes, dont cette revendication est vraiment essentielle à leurs yeux. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Je rappelle tout de même qu'avant même que le gouvernement Borne ait été censuré, les sénateurs avaient voté à l'unanimité, si mes souvenirs sont exacts, que ces 4000 postes soient ramenés à 2000. Donc il y a un mouvement général quand même pour ne pas trop supprimer de postes dans l'éducation nationale. Un dernier mot, le fait qu'Elisabeth Borne le réclame et qu'elle soit en passe de l'obtenir, parce que François Bayrou a déjà semblé lâcher sur le sujet, montre aussi qu'elle n'est pas là tout à fait par hasard. Elle incarne la gauche. Elisabeth Borne, elle vient de la gauche. Et peut-être qu'au moment où sa loi sur les retraites, pour lequel elle a quand même pris beaucoup de risques politiques et qu'elle a eu beaucoup de mal à imposer, parce que ça a été imposé, parce que ça a été voté avec le 49.3, je pense qu'elle le voit d'une façon un peu amère, le processus qui est en train de s'ébaucher et la mise en chantier de son texte. Elle doit sentir que tout ça est quand même très, je sais pas comment dire, politicien avant d'être raisonnable. Voilà, on est dans la politique, on lâche une chose pour essayer d'obtenir autre chose. Il n'y a pas beaucoup de choses derrière. Non, mais c'est exactement ça. Je partage tout ce que vous venez de dire. C'est un pas supplémentaire vers le Parti socialiste, c'est 4000 postes. Voilà, l'idée, c'est quand même de ne pas se retrouver prisonnier du Rassemblement national une fois encore, et donc d'arriver à les détacher du nouveau Front populaire. Vous vous rendez compte comme c'est lamentable, enfin, toute cette cuisine politique. Mais ça s'appelle la politique, Valérie. Non, ça s'appelle plus la politique. Ça s'appelle la politique. Mais ça il y a toujours... la petite politique de cuisine, et puis il y a la vraie politique. Mais la politique a toujours divisé en trois, et une Assemblée nationale qui ne peut pas produire de majorité parce que les
les trois blocs ne veulent pas, ne peuvent pas, ne savent pas travailler ensemble. Malheureusement, on assiste à ce à quoi on assiste, c'est-à-dire des compromis, on lâche, et je dois le dire, ce qu'il faut dire malheureusement, un regret, ça se fait sur le dos de l'équilibre des finances publiques, ça se fait sur le dos des économies annoncées, des entreprises. De ce point de vue-là, Michel Barnier avait été assez courageux, parce qu'il avait annoncé une ligne assez pure et dure, et probablement trop dure, donc il a chuté. François Bayrou est plus accommodant, plus souple, on va dire, pour les entreprises, être très aimable, plus souple. Mais la politique, c'est du marchandage, et donc voilà, on est dans du marchandage. Mais on a un parti socialiste qui a été à 2% à la présidentielle. C'est aussi la question qu'on peut poser sur la représentativité du parti socialiste. Mais ils ont plus de députés que la droite. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. À mon avis, François Bayrou s'achète un sursis. Tout simplement, ça a été dit. Il n'a pas envie d'être censuré tout de suite. Il est très content d'être Premier ministre. Il n'a pas envie de partir du jour au lendemain. Très bien. On sait très bien qu'il a besoin du Parti socialiste, qu'il ne censure pas. C'est une chose. Sur juste la partie politique à l'Assemblée, les rapports de force, je pense que pour la France, ce serait bien que le Parti socialiste se détache du NFP et de LFI. Vous parliez, Valérie, à l'instant, du score du PS incarné par Anne Hidalgo à la présidentielle. J'y reviens parce que c'est important. Anne Hidalgo a fait une très mauvaise campagne. Je ne pense pas que c'est une bonne candidate pour le PS. Et je ne suis pas socialiste. Mais rappelez-moi le score de Valérie Pécresse. Moi, j'ai fait quand même pour Éric Zemmour. On a fait pour une première campagne, on a fait un score qui était relativement bon. Mais pour Anne Hidalgo, elle pèse 2%, d'accord, à la présidentielle. Mais regardez le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Le taux de vote utile. C'est extrêmement important de regarder ça. Mélenchon est le candidat qui a eu le plus gros taux de vote utile au premier tour. 66%. Vote utile, c'est-à-dire qu'on demande aux électeurs, après le premier tour, est-ce que vous avez voté par conviction pour cette personne ou est-ce que vous avez voté par vote utile pour espérer qu'il soit au second tour. Et bien Mélenchon, c'est le candidat qui a le plus, mais largement qui est au-dessus de 50%, il est à 66%. C'est-à-dire que quand vous regardez les 18% de Mélenchon, vous enlevez les 2 tiers pour vraiment savoir, il y a 6% des gens qui ont voté pour lui parce qu'ils croient vraiment en Mélenchon. Et le reste, c'est de la gauche qui a voté pour lui, pour espérer qu'il soit second tour. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, effectivement, le PS, dans le pays, on peut se dire, et je pense qu'il y a plus de socialistes qui sont dans la tendance PS, raisonnable, pro-compromis, que des jusqu'au boutistes de LFI, des RLFI. La tendance Glucksmann. Mais, si vous voulez, Glucksmann ou même Olivier Faure. Non, mais je dis ça parce qu'il a quand même fait quasiment 15% européenne. Ce genre-là, et en fait, cette partie de gauche modérée est beaucoup plus importante que les films. Ils sont prisonniers du tribun Mélenchon aujourd'hui, du système qui repose absolument sur la présidentielle et qui fait qu'en gros, ils ont été derrière Mélenchon à la présidentielle. Ils ont subi Mélenchon une première fois avec la NUPES. Ils ont subi encore Mélenchon avec la NSP. Ils en ont bien profité aussi. Ils ont 66 députés aujourd'hui. Ils en étaient très loin avant. Ils en étaient loin, c'est ça. Et c'est le souci pour eux. Mais complètement, je suis d'accord avec vous. Je peux terminer. Et donc, eux, ils ont peur d'une chose. C'est s'ils censurent, mine de rien, ils ont peur de ne pas pouvoir repartir en alliance et de ne pas réussir avec le mode de scrutin qu'on a actuellement. Mais est-ce qu'ils auront besoin d'une alliance s'il y a un scrutin à la proportionnelle ? Moins. De la proportionnelle. Je suis d'accord, c'est la proportionnelle, pas besoin d'alliance pour eux. L'objectif derrière tout ça est quand même d'arriver à les aider. À voter le budget. Non, à les aider à se détacher de cette alliance du NFP. Voilà. Et donc ça passe effectivement par un changement de mode de scrutin aussi, et par un certain nombre de concessions qu'on peut regretter, mais qui font partie du jeu politique et du marchandage politique. Sûr qu'il y aura la compensation on le saura cet après-midi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, il nous reste peu de temps, mais je voulais revenir sur cette phrase d'Elisabeth Borne, décidément. Elle répondait à la question, souhaitez-vous une concertation sur le temps scolaire ? Est-ce qu'il y a trop de vacances scolaires l'été ? Et elle dit oui, les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles. Les vacances d'été de 2025 ne changeront pas. Mais pour 2026, cela dépendra de l'issue des discussions. Autrement dit, ça ne changera pas. Non. Mais voilà, elle a remis une pièce sur le sujet. Il y a aussi, on voit que tout ça fait partie d'une certaine approche qu'elle peut avoir. Vous en pensez quoi ? Pourquoi elle dit ça ? Moi, je l'aime bien, Elisabeth Borne. Je la trouve courageuse. Elle est vraiment loyale quand elle est dans une fonction. Elle est loyale à sa fonction. Elle va jusqu'au bout de la mission qui lui est impartie. Elle a fait exactement ça pour la réforme des retraites. Là, elle a le mérite d'avoir un discours qui n'est pas celui, de la majorité des représentants syndicaux de l'enseignement national. Moi, je l'aime bien, franchement. Je la trouve assez courageuse et assez originale dans sa façon de faire de la politique, finalement. Moi, je ne juge pas Elisabeth Borne, que je n'aime pas particulièrement, mais cette décision est bonne. Oui.
C'est pas une décision, hein. Non, enfin, cette proposition, son souhait. Ouais. Je pense que les vacances d'été sont trop longues. Les vacances d'été trop longues. J'ai l'impression que c'est vraiment un serpent de mer. On parle de ça régulièrement. Bon, on peut en parler là, mais ça ne verra jamais le jour. Donc voilà. Bon, je pense pas. C'est sûr. Ouais. Je pense qu'il y a un double sujet. C'est-à-dire la situation politique est tellement fragile que rien franchement, ce type de verra le jour à un bon moment, je pense. Sur ce type de choses, non. Ouais. Voilà. Si jamais ça évolue, ça peut être fait parce que la plupart des experts en apprentissage nous expliquent qu'en fait, la coupure, quand elle est trop longue, justement, si on n'a pas une famille qui aide les enfants à réviser, on perd beaucoup d'apprentissage parce que la coupure est longue. Et en même temps, et ceux qui pourraient jouer, je ne sais pas sur une réforme, honnêtement, je ne sais pas, mais ce qui pourrait jouer aussi, c'est qu'on a tendance à dire de plus en plus ces dernières années que le rythme est trop important pour les élèves, notamment ceux qui habitent loin de leur collège ou lycée, qui vont en car, ça fait des très grosses journées. Et donc, non seulement ils ont du mal à supporter les journées, mais qu'en plus les vacances sont trop longues. Donc peut-être que ces deux éléments feront qu'on changera le système. Je ne sais pas si ça se fera. En revanche, sur les enseignants, juste pour revenir sur les enseignants, on arrive, vous l'avez dit vous-même Valérie, il y a de moins en moins d'enfants. Il y a de moins d'enfants, donc logiquement il faudrait moins d'enseignants, et vous l'avez dit Sophie tout à l'heure, effectivement alors Claude Allègre nous a quittés il y a peu, début janvier, il parlait du mammouth, mais effectivement il y a énormément de fonctionnaires qui ne sont pas devant les enfants, c'est pareil à l'hôpital, qui ne sont pas en train de soigner les personnes, et ça coûte une fortune aux Français. À l'hôpital qu'en Allemagne. Mais le souci qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup d'encadrement des enfants. Oui, effectivement, si y avait un prof un enseignant pour 15 élèves, c'est plus facile pour lui d'enseigner et l'élève va mieux écouter. Mais avant du temps de nos parents, j'ai envie de dire que les classes pouvaient être plus grandes parfois et qu'on écoutait, mais c'est parce qu'il y avait aussi plus de discipline dans les classes, et que là les profs ils ont un fardeau sur le dos. C'est que non seulement ils doivent faire passer de l'instruction, des enseignements, mais en plus ils doivent, dans beaucoup de classes malheureusement, pas dans tous les collèges, les lycées, les écoles primaires, mais dans de plus en plus, ils doivent gérer l'insécurité qui est folle. Et je vous parle des écoles primaires parce qu'il y a des profs des enseignants qui se font également agresser dans les écoles primaires. Donc on a quand même un système où il y a l'insécurité est partout dans la société, y compris à l'école. L'administration, vous savez qu'il y a eu le pas de vague, réagissait pas pendant longtemps. Donc on fait en sorte d'avoir des plus petites classes, à la fois pour instruire plus facilement, mais aussi pour que ça soit les classes soient plus gérables par les enseignants. Et ce qui est fou, c'est qu'on dépense toujours plus parce qu'on ne règle pas un problème qui est central. Ouais, mais moi, j'ai en tête Samuel Paty, Dominique Bernard, tous ces professeurs qui tous les jours disent qu'ils vivent dans un climat, et là pour le coup il ne s'agit pas de ressenti, dans un climat d'insécurité terrible et qui craignent pour eux-mêmes. On parlait du pas de vague, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de changé et que les enseignants sont très peu soutenus par la hiérarchie de l'éducation nationale, et que c'est ça le véritable problème. Il y a un manque de courage. Et je dirais par ailleurs qu'on en demande beaucoup trop aux enseignants, qui sont obligés non seulement de transmettre un savoir, mais d'élever des enfants qui souvent arrivent à l'école pas du tout élevés. Oui, mais il y a quand même il y a un problème de recrutement aussi, hein, parce que dire on va pas supprimer les postes, on voit aujourd'hui que régulièrement on fait des appels pour trouver des profs de maths. Mais je comprends qu'ils aient plus tellement envie d'aller travailler dans un endroit où ils sont pas défendus par leur propre hiérarchie. Mais il y a un problème d'emploi tout simplement. Hein. Vous voyez que les crèches aujourd'hui ont un problème considérable. Enfin, on sort un peu du sujet, mais problème considérable à recruter du personnel. Partout. Le modèle va peut-être changer sur les crèches. La Cour des comptes a sorti un rapport avec ces mots, on connaît bien, donc elle dit pas tout de suite les choses, mais elle dit qu'en gros le modèle des crèches partout ça coûte extrêmement cher, que comme vous le disiez Valérie, il y a un grand manque de personnel, avec le personnel qui part à la retraite, ils n'arrivent pas à recruter du personnel qualifié pour les crèches. En plus il y a le scandale sur différentes crèches qui est sorti, comme il y a vu sur les EHPAD. Et donc là ce qui est le livre de Victor Castanet. Absolument, merci, j'avais oublié son nom. Et en gros ce que dit la Cour des comptes sans le dire, c'est il y a peut-être d'autres solutions, notamment le congé parental pour les parents qui voudraient garder leur enfant, etc. Il avance juste comme ça. Pour les entreprises, c'est ce que dit la Cour des comptes. En gros, ils disent que le système de nous empêcher de travailler, en fait. Que le système de tout crèche, ça coûte énormément et qu'il va y avoir du mal parfois à gérer les enfants. C'est possible, mais il faut pas. On déplace un problème pour le mettre ailleurs. Exactement. Écoutez l'émission de Patrick Roger de ce matin avec Denis Oliven qui publie un livre justement sur le travail. Il dit nous payons mal le travail alors nous travaillons moins que nous le pourrions. En fait, c'est vraiment le congé parental doit être un choix et pas non plus une pression mise sur les parents qui peuvent avoir envie de travailler tout en élevant des enfants. Absolument. Déjà avec le congé de paternité qui va être égal à celui de maternité. Mais on est sauvé puisque Anne Hidalgo annonce une prochaine votation citoyenne sur les rues Jardin. Donc je vous conseille d'aller voir ce que répond Florence Berthoud, qui est une habituée de l'émission, qui montre ce que sont aujourd'hui les rues
jardin, c'est-à-dire des plantes qui n'ont pas poussé, qui ne sont pas entretenues, qui sont des dépotoirs, c'est-à-dire des rues qui sont où il y a des terre-pleins avec de la terre, des parcs à crottes, si je puis dire. Et puis surtout des plantations qui ne sont pas adaptées à la ville. Le problème, c'est que c'est des herbes folles autour des arbres. Là, c'est pas autour des arbres, c'est carrément des terre-pleins jardins. Donc c'est non, mais si on veut vivre à la campagne, on peut vivre à la campagne. Si on vit à Paris, on vit dans une ville. Voilà. Je voudrais dire quelque chose, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Sur notre système social, on a la chance de vivre dans un pays où l'éducation est à portée de tout le monde, est gratuite, et l'éducation jusqu'à l'université, où le système de santé jusqu'à présent offrait des avantages inouïs. Je crois qu'on ne se rend pas compte de à quel point on est gâté en France. Et effectivement, ce système est en train de craquer de tous les côtés, mais c'est un trésor qu'il faut absolument préserver. Le jour où on ira dans des pays où on doit payer pour l'éducation de ses enfants, on s'apercevra qu'on a beaucoup craché sur quelque chose qui était un vrai trésor. Voilà. Complètement d'accord. Donc Florence Berthoud, je sais, ça me tient à cœur. À peine plantée en mai 2024, excusez-moi, replantée en décembre 2024 et abattue en janvier 2025. Madame la maire, mesdames, messieurs les adjoints, comment expliquez-vous ce massacre à la tronçonneuse? Vous rencontrez la gabegie, et enfin Paris est devenu une catastrophe. Avec les zones à faible émission où les commerçants se plaignent qu'il n'y a plus de gens ferment de façon bien sûr, absolument. On ne dira jamais à quel point Anne Hidalgo a maltraité Paris et les Parisiens. Heureusement que les JO ont bien fonctionné quand même, parce que sinon il y avait vraiment une crainte légitime là. Et c'est même étonnant d'ailleurs, que c'est étonnant. Moi j'étais scotché par la gestion des JO qui a été formidable. Face au mur en fait, ils ont dit il va falloir qu'on gère. Voilà, et puis je voudrais avoir une pensée à nouveau pour Jean-Luc Petit-Renaud. Je trouve qu'on lui a pas beaucoup rendu hommage. Nous on l'a fait dans l'émission lundi Média, mais je trouve que les médias ne l'ont pas beaucoup fait. C'est quelqu'un qui a marqué la télévision, qui a aidé beaucoup la gastronomie. Les chefs étaient tous très très émus, et voilà, ses obsèques ont lieu demain, et je voulais qu'on pense à lui. France Télévisions lui rend hommage dimanche à 16h. Bon, voilà. C'est un peu triste, mais des gens comme lui manquent justement dans leurs convictions, dans leur défense du patrimoine français. Merci à vous, et on se retrouve demain pour d'autres débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.